Le 15 avril 1912, le Titanic sombre dans l'Atlantique Nord. La catastrophe fait plus de 1500 victimes et engloutit avec elle la fierté et l'espoir de toute une communauté. En 3 heures à peine, ce que les habitants de Belfast ont mis plusieurs années à construire est réduit à néant. Pour créer l'immense cale qui accueillera le Titanic, ils ont empiété sur les marais de la ville. Puis ils ont conçu une coque en acier réputée à toute épreuve et équipé leur paquebot de 2 énormes machines à vapeur pour le propulser sur l'océan Atlantique. Enfin, les meilleurs artisans du pays l'ont doté d'un intérieur fastueux, digne des plus grands hôtels de l'époque. Aujourd'hui, le lieu qui a vu naître ce géant est à l'abandon. Mais à quoi ressemblait-il à son apogée ? Qui furent ces hommes qui travaillèrent sans relâche dans le plus grand chantier naval du monde ? Nos enquêteurs vont partir à la recherche des gigantesques infrastructures qui se dressaient ici autrefois. Nous découvrirons les conditions dans lesquelles vivaient et travaillaient les ouvriers. La naissance du Titanic est avant tout une histoire de détermination, d'ambition et de savoir-faire. Une histoire hors du commun qui a tourné au désastre. Nous allons reconstituer la vie des milliers d'hommes qui ont construit ce qui devait être le plus grand paquebot de tous les temps. Voici le grand chantier du Titanic. Le chantier naval Harland et Wolff de Belfast, en Irlande du Nord. C'est ici qu'est né le Titanic. À l'époque, la ville de Belfast est un port dynamique où transitent des marchandises des 4 coins de l'Empire britannique. Mais son littoral n'a pas toujours été aussi développé qu'aujourd'hui. À l'aube du XXe siècle, la ville ne possède pas encore de port assez grand pour accueillir un bâtiment de la taille du Titanic. Nos 2 enquêteurs, l'ingénieur en construction navale Rupert Kayser et l'historienne Jennifer Regan, veulent découvrir comment et pourquoi ces terres marécageuses sont devenues un port d'envergure mondiale. Ils veulent comprendre dans quel contexte le Titanic a vu le jour. Jennifer Regan de l'université de Georgetown est une spécialiste du début du XXe siècle. Elle va concentrer sa recherche sur la ville, le chantier naval et les hommes qui ont construit ce bâtiment de légende. L'enquête débute à l'ancien siège du constructeur Harland et Wolff, aujourd'hui à l'abandon. Tout le monde sait que le naufrage du Titanic est la plus grande catastrophe maritime de tous les temps. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je veux découvrir l'histoire cachée de ce paquebot, en apprendre un peu plus sur le chantier naval et les hommes qui y travaillaient. Avant toute chose, je veux savoir comment ce projet a germé. Pourquoi la société Harland et Wolff a-t-elle décidé de construire ici à Belfast le plus grand bateau qu'on ait jamais vu ? Au début des années 1900, les inventions se multiplient à la fois sur terre et sur la mer. Une nouvelle génération de paquebots révolutionne les transports maritimes. La compagnie Cunard Line domine ses concurrents grâce à 2 transatlantiques ultra rapides, le Mauretania et le Lusitania. William Peary, le directeur de Harland et Wolff, est déterminé à défier la suprématie de son adversaire. Il prévoit la construction de 3 gigantesques paquebots. Le Titanic sera l'un d'eux. Bien sûr, ces bateaux seront entièrement assemblés à la main, sans aucun des outils dont nous disposons actuellement. Une prouesse technologique qui ne cesse de fasciner l'ingénieur en construction navale, Rupert Kayser. Le 31 mai 1911, le Titanic quitte la cale de lancement que vous voyez là. Ce qui le distingue des autres navires, ce sont avant tout ses dimensions colossales. Mon but aujourd'hui, c'est d'étudier l'aspect technologique de la construction et les obstacles qu'il a fallu surmonter pour créer ce géant des mers. Il suffit d'observer les plans pour mieux cerner l'ambition de William Peary. Son bâtiment mesurera 270 mètres de long, soit l'équivalent de 6 Boeing 737 mis bout à bout.
il pourra accueillir jusqu'à 3500 passagers. Il sera doté de 9 ponts et pèsera 67 000 tonnes en pleine charge. Ce sera le paquebot le plus imposant jamais construit. Voici le bureau d'études de Harland & Wolff. C'est ici que s'est déroulée la phase de conception du Titanic, 5 ans avant sa mise à l'eau. Dans une remise, Jennifer découvre les plans d'origine du bateau. Les dates inscrites sur ces plans coïncident avec la période de construction du Titanic. C'est une pure merveille, car ils sont entièrement dessinés à la main sur de la toile de lin et non pas du papier. C'est ici que tout a été conçu dans le moindre détail, des ponts aux poignées de porte. Cette pièce immense devait fourmiller de dessinateurs et d'architectes. Pour mener son projet à bien, la compagnie mobilise plusieurs dizaines de concepteurs. Jennifer rencontre Una Riley, membre de la Belfast Titanic Society, afin de mieux comprendre la genèse de cette idée. Una, voici une maquette du Titanic. Dites-moi pourquoi voulait-il construire un paquebot aussi immense? En fait, c'est le projet d'un seul homme. Depuis 1906, William Peary dirige Harland & Wolff. Il tient à mettre Belfast sur le devant de la scène et à dynamiser l'emploi. Les paquebots modernes de la compagnie Cunard, notamment le Lusitania et le Mauretania, sont conçus pour traverser l'Atlantique le plus rapidement possible. Mais Peary décide de ne pas viser ce marché-là. Il a l'idée de construire des navires haut de gamme pour attirer les millionnaires. Et puisqu'on assiste au boom de l'immigration en Amérique, une partie du bateau accueillera les passagers plus modestes qui veulent tenter leur chance outre-Atlantique. Grâce au Titanic, la compagnie maritime compte tirer profit non seulement des passagers fortunés, mais aussi des immigrants, pour qui cette traversée marquera le début d'une nouvelle vie. Les passagers de première et deuxième classe occupaient la meilleure partie du bateau. Ceux de troisième classe étaient bien plus nombreux, mais plus à l'étroit. Ce projet sera le plus prestigieux de l'histoire de la construction navale. Et il verra le jour dans le plus grand chantier naval du monde, dont la création est en soi un véritable exploit. Créée au XVIIe siècle à l'embouchure de la rivière Lagan, la petite ville de Belfast s'est rapidement développée. Pour en savoir plus sur son évolution, Rupert Kayser rencontre l'historien Stephen Cameron. Vous pouvez me dire à quoi ressemblait ce site il y a 300 ans? Oui, c'est ici que la Lagan se jetait dans la mer. Tout ce secteur était recouvert de bancs de vase. La rivière serpentait énormément. Cela posait de gros problèmes. Les bateaux ne pouvaient pas l'emprunter pour décharger leurs marchandises, car elle était à la fois étroite et peu profonde. C'est ainsi que la direction du port a décidé de redresser le cours d'eau, et surtout la zone située derrière nous. C'est un projet colossal qui vise à transformer plusieurs hectares de bancs de vase en un port dynamique et ouvert sur le monde. Rupert Kayser rencontre Jonathan King, un historien spécialiste du port de Belfast. La construction navale a commencé dans les années 1790. Jonathan montre à Rupert les plans originaux concernant l'aménagement du port. Ça paraît incroyable, mais en fait, le port commençait ici. La rivière Farset traversait Belfast, au niveau de High Street, avant de se jeter dans la Lagan. C'est là que le premier quai a été construit, en 1613. À ce moment-là, rien de tout ça n'existait. À marée basse, cette zone était couverte de bancs de vase. Des bancs de vase et de sable. Autant dire complètement inutilisables. Les cartes d'époque nous permettent de voir à quel point le littoral a changé. Les autorités portuaires ont ordonné la création d'un canal entre Belfast et la mer. La vase dégagée lors des travaux de dragage a servi de remblai pour agrandir le port. Bientôt, le Titanic sera construit sur Queen's Island, une île artificielle gigantesque de plus de 2 km de long. Je trouve ça stupéfiant et je crois que je ne suis pas le seul. Au beau milieu du 19e siècle, ils ont réussi à construire une zone industrielle immense sans aucun des engins de chantier dont nous disposons aujourd'hui. Oui, c'était un projet de très grande envergure. Imaginez un peu, les ouvriers étaient les pieds dans la vase, munis d'une simple pelle, et ils creusaient le canal à la force de leurs bras.
C'était un travail éreintant, mais il a énormément profité à Belfast. C'est ce qui a permis l'essor du secteur de la construction navale. En 1909, le port de Belfast fonctionne à plein régime. Les ouvriers sont fiers de leur chantier naval et attendent avec impatience que débute la construction du Titanic. Sans se douter de l'issue tragique de cette aventure, ils s'apprêtent à faire du rêve de William Peary une réalité. Nos deux enquêteurs se replongent dans le Belfast des années 1900 qui a vu naître le Titanic. Quelques années avant que ne débute ce chantier colossal, les autorités portuaires commandent la création d'un port capable d'accueillir les navires de haute mer. Mais aucune compagnie n'a jamais construit de paquebot de cette envergure. L'étape suivante sera donc de bâtir un chantier naval à la hauteur du projet. Un immense échafaudage en acier, appelé portique, sera érigé au-dessus des cales pour faciliter le montage de la coque. Una Riley, membre de la Belfast Titanic Society, emmène Jennifer Regan voir ce qu'il en reste aujourd'hui. Là, on vient de quitter le siège de la compagnie Harland & Wolff, où les plans du navire ont été dessinés. C'est ici qu'il a été assemblé, c'est bien ça? Expliquez-moi. C'est bien ça. Nous nous trouvons sur la cale où le Titanic a été construit. C'est ici que tout s'est passé. Le portique qui entourait le paquebot mesurait plus de 245 mètres de long et 60 mètres de haut. Aujourd'hui, il ne reste rien ou presque de ce gigantesque échafaudage. Regardez, voilà tout ce qui subsiste des piliers. Ces barres de métal? Oui, et dire qu'ils se dressaient à plusieurs dizaines de mètres dans le ciel. Aujourd'hui, le site est complètement désaffecté. Oui, c'est vrai. Mais dans les années 1900, il devait accueillir des centaines d'ouvriers. Oui, bien sûr. Le chantier fourmillait d'activités. Et certains s'affairaient tout en haut des portiques, tandis que d'autres conduisaient les grues ou posaient les rivets. C'était un endroit bruyant et extrêmement dangereux. Le portique a dominé le paysage de Belfast pendant 60 ans. Il était équipé de 16 grues, de monte-charge et de plusieurs passerelles. Et son poids total excédait 6000 tonnes. Rupert Kayser s'entretient avec George McAllister, un ancien employé du chantier naval. Ça devait être impressionnant la première fois qu'on arrivait sur le chantier. Un énorme échafaudage en acier qui abrite 2 paquebots en construction, ça force le respect. Je suis arrivé ici à l'âge de 16 ans. Ce qui m'a surtout frappé, c'est le vacarme et le nombre d'ouvriers qui travaillaient sur ce site. Le bruit du chantier est assourdissant et résonne dans tout Belfast. La première chose qu'on entendait, c'était les coups de marteau sur les plaques d'acier pour mettre les rivets en place. Les riveurs martelaient à longueur de journée. Les pauvres, ils travaillaient sans relâche et ils en sont devenus sourds, complètement sourds. Ils n'avaient rien pour se protéger les oreilles? Rien du tout. Pas de casque anti-bruit, ni de chaussures de sécurité, pas de gants, pas de casque de chantier, rien. En 1910, la construction navale est le principal secteur d'activité de Belfast. La main-d'œuvre provient essentiellement de la communauté protestante, regroupée à l'est de la ville. Jennifer et Una arpentent le quartier où vivaient une grande partie des ouvriers du Titanic. Una, les milliers d'employés de Harland & Wolff vivaient dans des rues comme celle-ci? Oui, tout à fait. Ces alignements de maisons sont typiques de ce quartier ouvrier. C'est ici que vivaient les hommes qui travaillaient sur le chantier. Ces logements rudimentaires, équipés d'un poêle à charbon et éclairés à la bougie, ne comportaient pas de sanitaire. Ils ne comptaient que 4 pièces, mais accueillaient souvent des familles nombreuses. Vous seriez étonné du nombre de personnes qui vivaient là-dedans. Certaines familles avaient 6 enfants, si ce n'est plus. Plusieurs milliers d'ouvriers travaillaient pour Harland & Wolff et ils vivaient tous dans des rues semblables à celle-ci? Oui, c'est vrai. La construction du Titanic entraîne une croissance de l'emploi sans précédent à Belfast. Pour suivre le rythme, des maisons, des magasins, des écoles et des églises voient rapidement le jour. Un peu partout en ville fleurissent de nouveaux lotissements pour accueillir les ouvriers et leurs familles. Aujourd'hui, la plupart des logements ont été rénovés,
Mais en y regardant de plus près, les rues regorgent d'indices qui racontent le Belfast des années 1900. Voici une photo prise au tournant du XXe siècle. La rue dans laquelle nous nous trouvons actuellement n'a pas beaucoup changé. Vous avez raison. Les pavés d'origine sont toujours là, sans parler des réverbères. Ils sont magnifiques. Oui, à l'époque, ils fonctionnaient au gaz. C'est vraiment merveilleux qu'ils soient toujours là. Est-ce que le quartier ressemblait à ça lorsque Harland et Wolff était à son apogée? Oui, absolument. Avec un peu d'imagination, il suffirait d'enlever les poteaux et les câbles électriques pour ne garder que les réverbères et on se retrouverait au temps du Titanic. Toutes ces maisons seraient peuplées d'ouvriers. Aujourd'hui, le chantier naval n'est plus le principal employeur de Belfast. D'autres industries l'ont supplanté. Mais au début du XXe siècle, il faisait partie intégrante du quotidien des travailleurs. S'il y a bien quelque chose que cette promenade dans les rues de Belfast m'a fait comprendre, c'est à quel point les ouvriers vivaient dans l'ombre de Harland et Wolff. De chez eux, ils voyaient les échafaudages de la compagnie. Ils marchaient ou prenaient le tramway ensemble pour se rendre au travail. Quant à ces rangées de maisons, elles renforçaient les liens au sein de la communauté. Le chantier naval, c'était toute leur vie. En 1910, Harland et Wolff emploient 15 000 ouvriers pour la construction du Titanic et de son jumeau, l'Olympique. Leurs méthodes de fabrication sont éprouvées. Ils commencent par poser la quille, puis ils construisent la coque par-dessus, qu'ils recouvrent ensuite d'une structure d'acier. À la fonderie, on coule et on façonne plusieurs milliers de tonnes d'acier, qui seront ensuite découpées en plaques de 9 mètres sur 2, puis acheminées jusqu'au portique grâce à un système de rails. Lorsque les plaques d'acier sont en place, il ne reste plus qu'à les riveter. Sur le site aujourd'hui à l'abandon, il suffit de se pencher pour retrouver les vestiges de ce chantier. Vous cherchez des indices? Je vais vous en donner. Venez voir par ici. Enlevez ça, on va regarder en dessous. Tenez, du premier coup, ça c'est un morceau de rivet. Ça aussi, ça ressemble à une tête de rivet. Ici, on a des écrous, des boulons, une rondelle plate et un autre écrou. C'est possible que ces pièces aient servi à la construction de l'Olympique ou du Titanic? Le Titanic est parti de cette cale de lancement, c'est tout ce que je sais. Je ne peux pas vous garantir que ces pièces provenaient de là, mais on peut le supposer. Sans doute. Au total, la coque du paquebot aura nécessité la pose de 3 millions de rivets. Aujourd'hui encore, on peut trouver d'autres indices, le long des rails qui servaient à déplacer les 50 grues d'un bout à l'autre du chantier naval. 3 d'entre elles sont toujours en place. Elles fonctionnaient à la vapeur. Ce sont les 3 dernières grues à vapeur de la compagnie Harland. Elles ont participé à la construction du Titanic. Lorsqu'il travaillait ici, dans les années 70, George McAllister conduisait une grue identique à celle-ci. Derrière vous, c'est la chaudière. C'est elle qui produisait la vapeur. Le grutier actionnait les leviers pour déplacer la flèche. Ces grues étaient d'une robustesse légendaire. Elles pouvaient soulever des charges de 5 tonnes et grâce à une technologie éprouvée, elles étaient d'une fiabilité remarquable. De conception très simple, elles sont restées plusieurs décennies en service. C'est fou quand on pense qu'elles ont aidé à construire un navire de légende. Et voilà comment se termine leur carrière. Les ouvriers devaient eux aussi faire preuve d'une grande résistance. Leurs conditions de travail étaient particulièrement éprouvantes. Quand le chantier naval a ouvert ses portes au 19e siècle, les hommes travaillaient de 6 heures du matin à 8h15 le soir, 5 jours par semaine. 15 heures par jour, et le samedi de 8h du matin à 4h de l'après-midi. C'était un métier dangereux. Il y a eu beaucoup de blessés entre les fragments de métal qui volaient en tous sens et les boulons qui tombaient de 60 mètres de haut. Mais c'était le prix à payer pour toucher son salaire.
Harland et Wolff était un employeur exigeant, qui octroyait peu de droits à ses ouvriers. Tous les matins, les hommes faisaient la queue pour décrocher du travail. Les heureux élus se voyaient remettre ceci. C'est quoi? Une petite carte en bois avec un numéro gravé dessus. 35 315. Chaque carte portait un numéro unique. Il fallait la montrer à diverses occasions. Quand on voulait aller aux toilettes, par exemple. Les ouvriers avaient le droit d'y passer 7 minutes par jour, pas une de plus. Sur le chantier se retrouvent plusieurs milliers de professionnels qualifiés opérant dans divers corps de métier. Riveurs, sidérurgistes, ajusteurs mécaniciens, menuisiers, plombiers, ébénistes, peintres et plâtriers travaillent main dans la main. C'était une véritable industrie. Des ouvriers par milliers, œuvrant tous ensemble pour créer des palaces flottants. Vous ne décrivez pas seulement la construction d'un paquebot, mais aussi celle d'une ville dans la ville. Oui, il y a un peu de ça. La compagnie veillait sur ses employés. Oui, les conditions de travail étaient pénibles, mais les ouvriers étaient respectés. Ce n'était pas facile, mais le résultat en valait la chandelle. Au total, 15 000 hommes travailleront sur le Titanic. 24 000 tonnes d'acier, 3 millions de rivets, et 2 ans plus tard, la coque est enfin terminée. En mai 1911, le Titanic peut être mis à l'eau. Ce n'était pas sans danger. Il aurait pu y avoir des morts. Pour être en mesure d'accueillir l'imposant paquebot, le chantier naval de Belfast a été contraint de faire peau neuve. Et après 2 années de dur labeur, la coque est achevée. C'est le jour tant attendu du lancement. Pour beaucoup, l'événement sera synonyme de joie, mais aussi d'inquiétude. Una Riley, membre de la Belfast Titanic Society, revient sur le déroulement de cette journée historique. Una, comment s'est passé le lancement? Plusieurs dizaines de milliers de personnes y ont assisté, mais en fait, c'est simplement la coque qu'on a mise à l'eau, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. La coque a été construite ici même. Et c'est là qu'elle a été lancée, le 31 mai 1911. En cale sèche, tout le poids de la coque repose sur de longues pièces de bois appelées tins. Mais avant la mise à l'eau, ces tins doivent être retirés à la main. Rupert Kayser, notre expert en construction navale, demande à George McAllister de lui expliquer cette manœuvre à haut risque. C'était le plus grand paquebot jamais construit. Ça ne devait pas être facile de retirer les supports en bois d'un navire aussi imposant. Il y avait vraiment un risque? Oui, c'était très dangereux. Les tins, ces pièces de bois qui soutiennent la quille, volaient en tous sens. Il y aurait pu y avoir des morts. D'ailleurs, il y en a eu. Les tins pliaient sous le poids? Au fur et à mesure qu'on les retirait, le poids du bateau reposait sur les tins restants. La pression était si forte que certains étaient projetés. Projetés? Oui, un peu partout. Le 31 mai 1911, à 12h14 précise, Lord Peary, le directeur de Harland et Wolff, donne l'ordre du lancement. La mise à l'eau du Titanic est un moment décisif. En 62 secondes, la coque de 24 000 tonnes glisse de sa cale de lancement vers la rivière Lagan. En ce grand jour, les habitants de Belfast sont fiers, heureux et plein d'espoir. Mais un tragique accident viendra assombrir cette journée de liesse. Un des charpentiers désignés pour retirer les tins sera écrasé par une pièce de bois et y perdra la vie. Le Titanic fera sa première victime avant même d'être mis à l'eau. Immédiatement après le lancement, les ouvriers s'attellent à équiper le paquebot. Ils installent les ancres ainsi que 4 cheminées colossales. Seules 3 d'entre elles ont une fonction pratique. La 4e est factice et sert uniquement à rendre le Titanic aussi impressionnant que ses adversaires. 2 énormes machines à vapeur le propulseront sur l'océan Atlantique. Elles seront alimentées par 29 chaudières et 159 foyers. En mer, 160 chauffeurs auront pour rôle de les approvisionner. Pour cela, ils utiliseront pas moins de 600 tonnes de charbon par jour. Les 2 machines mesurent plus de 9 mètres de haut.
À l'époque, ce sont les plus grandes jamais construites. Leur conception est semblable aux machines à vapeur de ce musée londonien. Rupert y rencontre l'ingénieur Dick Fillery, qui lui explique à quoi ressemblait la salle des machines du Titanic. Ça, c'est un petit modèle à triple expansion. Les machines du Titanic étaient 5 fois plus longues et 4 fois plus hautes. Elles étaient équipées de 3 ou 4 passerelles qui permettaient d'atteindre le haut de l'appareil. Et comme la chaufferie était une pièce très sombre, ces deux colosses se dressaient dans l'obscurité et paraissaient encore plus imposants qu'ils ne l'étaient vraiment. Lorsqu'elles fonctionnaient, elles faisaient trembler tout le navire. Pour certains, la salle des machines était un lieu effrayant. À première vue, les machines du Titanic peuvent paraître dépassées. Alors que la compagnie Cunard Line a doté ses paquebots de turbines, Harland et Wolff misent tout sur une technologie traditionnelle qui a maintes fois fait ses preuves. Pourquoi ont-ils choisi ce type de machine ? C'était efficace, ça consommait moins de combustible qu'une machine simple et surtout c'était une technologie éprouvée qui existait depuis des années. On savait comment les monter et comment les faire fonctionner. La fiabilité, c'est essentiel pour une compagnie maritime. Le Titanic est également équipé d'une turbine à basse pression, alimentée par la vapeur des deux machines alternatives et qui fait fonctionner l'hélice centrale quadripale. C'est surprenant. Au début du XXe siècle, on utilisait soit des machines alternatives, soit des turbines. Pourquoi ont-ils combiné les deux ? Pour une question de rendement. Quand un paquebot part en mer, il faut transporter la totalité du combustible. Or, moins on prend de charbon, et plus on a de place pour les passagers et les marchandises. Une fois les machines installées, le Titanic est placé en cale sèche pour que soient effectués les derniers aménagements. La cale Thomson est la seule en mesure de l'accueillir. Pour en savoir plus, Rupert s'entretient avec John Beattie, spécialiste en histoire navale. C'est impressionnant à voir. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. C'est vraiment quelque chose. Oui, et le Titanic l'occupait entièrement. La cale sèche Thomson mesure 260 mètres de long et 36 mètres de profondeur. À l'époque, c'est la plus grande jamais construite. Et sa création est en soi un chef-d'œuvre d'ingénierie. Ça n'a pas dû être facile de bâtir une cale sèche de cette taille, surtout il y a un siècle. En effet, dès le début, les constructeurs savaient que ce serait un défi. Ils se sont heurtés à des matériaux de très mauvaise qualité. Il a fallu entre autres déblayer une couche de boue de 15 mètres de haut. Quant à la construction de la cale à proprement parler, elle a nécessité des quantités de béton et de briques absolument incroyables. Ce n'était pas une mince affaire. Non, c'était un projet monumental et très dangereux. Harland et Wolff projettent de terminer le chantier en 3 ans et demi. Finalement, le site sera prêt au bout de 7 ans, juste à temps pour accueillir le Titanic. Le 3 février 1912, on ouvre les portes d'écluse et le Titanic, tiré par plusieurs remorqueurs, entame sa manœuvre pour rejoindre la cale sèche. Une fois le paquebot en place, les portes se referment. La vidange du bassin peut alors commencer. Dans ce cas précis, il y avait 87 millions de litres d'eau à vidanger. 87 millions ? Oui. Techniquement, la station de pompage aurait pu tout pomper en 1 heure et 40 minutes. Mais en fait, la prudence était de mise. Il ne fallait pas aller trop vite pour que le paquebot puisse reposer uniformément sur l'étain. Finalement, l'opération durera 12 heures. Ce qui a compliqué la manœuvre, c'est la taille du Titanic, sans parler de sa grande valeur. Quand on a affaire à un paquebot de plus de 50 000 tonnes, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut garantir la stabilité du bateau et éviter à tout prix de l'endommager lors de son séjour en cale sèche.
Les ouvriers peuvent maintenant mettre la dernière main au Titanic. Ils posent les 3 hélices, réalisent l'installation électrique et peignent la coque. En mars 1912, les principaux travaux de construction sont terminés. La dernière étape, et non des moindres, sera de transformer le paquebot en un véritable palace flottant. Et pour y parvenir, la compagnie ne regarde pas à la dépense. Jennifer Regan et Rupert Kayser poursuivent leur enquête sur le légendaire Titanic, dont l'histoire se précise peu à peu. Ces constructeurs veulent en faire le navire le plus grand et le plus luxueux jamais créé. Je voudrais en savoir un peu plus sur les aménagements intérieurs du paquebot. On ne peut pas dire que Harland et Wolff aient lésiné sur les moyens. Ils ont embauché plusieurs milliers de maîtres artisans pour le décorer. Je veux mieux comprendre leur travail. Pour cela, je vais me replonger dans leur univers. L'historienne retrouve Una Riley à l'hôtel de ville de Belfast. Cet édifice a ouvert ses portes en 1906, soit 1 an avant que le projet du Titanic ne soit conçu. Aujourd'hui, il offre un aperçu du savoir-faire et de l'excellence des artisans de l'époque. Des murs lambrissés au plafond décoré, en passant par les luminaires et le mobilier, rien n'est laissé au hasard. Avant d'aménager le Titanic, la plupart des artisans ont travaillé ici même. Il paraît qu'on surnomme cet endroit le Titanic de pierre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a été construit quelques années avant le Titanic. William Peary, qui a été Lord maire de Belfast, a participé au projet de construction de l'hôtel de ville. On suppose qu'il s'en est inspiré pour les aménagements intérieurs du paquebot. Tous ces détails d'époque, c'est fascinant. Cet endroit a été construit 6 ans avant le Titanic. Autant dire qu'il date de la même période. Regardez comme le plafond est travaillé. Les moulures, les colonnes, les vitraux, c'est magnifique. Oui, c'est vraiment superbe. Dans le Belfast du début du XXe siècle, on ne faisait pas les choses à moitié. On exigeait le fin du fin en matière de décoration. Et évidemment, cela vaut aussi pour le Titanic. Les installations de première classe n'ont rien à envier au palace de l'époque. Et le grand escalier qui mène du pont promenade à la salle à manger est sans nul doute l'un des éléments décoratifs les plus impressionnants du navire. Pour savoir à quoi ressemblait la décoration intérieure du Titanic, Jennifer se rend dans le comté de Northumberland, au nord-est de l'Angleterre. Dans la petite ville d'Alnwick, elle a découvert une copie conforme de la salle à manger de première classe. Lors de sa rénovation en 1936, l'hôtel White Swan a récupéré le mobilier de l'Olympic, le navire jumeau du Titanic. Les aménagements intérieurs des 2 paquebots conçus par les mêmes artisans sont quasiment identiques. Dans le hall de l'hôtel, se trouve un tronçon de l'escalier qui menait au salon de première classe. John, que pouvez-vous me dire sur cet escalier en bois sculpté ? C'est une pure merveille. C'est tout ce qui reste du grand escalier de l'Olympique, qui était similaire à celui du Titanic. C'est une pièce très rare, car tous les escaliers des paquebots de classe olympique ont été détruits. Les ornements de la salle à manger du White Swan montrent une fois de plus tout le savoir-faire des décorateurs de Belfast. Les plafonds et les vitraux, les appliques et les somptueux panneaux de bois sculptés témoignent de l'âge d'or des transatlantiques. Dans un tel décor, il est facile de s'imaginer à quoi ressemblait la vie à bord. John, diriez-vous que cet endroit est ce qui se rapproche le plus de la salle à manger du Titanic ? Oui, c'est évident. Les plafonds, les vitraux, les panneaux de bois, tout est superbement travaillé. C'est à couper le souffle. Tout est d'origine. Évidemment, la salle à manger de l'Olympique était 10 fois plus grande que celle-ci. C'est fou.
Le travail du bois est d'une finesse remarquable. Il est de très très grande qualité. Les boiseries de l'Olympique et du Titanic ont toutes les deux été fabriquées chez Harland & Wolff. Les sculpteurs sur bois ont travaillé jour et nuit pour obtenir ce résultat. William Peary savait qu'un intérieur fastueux séduirait les riches clients. Les constructeurs visaient une clientèle particulièrement exigeante, ça saute aux yeux. Absolument. En ce temps-là, c'est ce qui se faisait de mieux dans le domaine. Rien ne manque à l'appel. Parlez-moi de ces appliques, c'est du bronze? Oui, tout à fait. Ce sont des œuvres originales, conçues pour Harland & Wolff. Et il y en avait plusieurs centaines à bord. Et bien sûr, elles fonctionnaient à l'électricité. C'était le dernier cri. Superbe. Le décor de la pièce s'articule autour d'un thème qui laisse deviner sa fonction d'antan. Je vais vous montrer quelque chose de fascinant. Sur ce panneau de bois sont sculptées des figures de notes, des clés et des portées. C'est une partition de musique? Oui, tout a été sculpté à la main par les artisans de Harland & Wolff. Incroyable. Le thème développé ici est celui de la musique. Il y a des guitares. Alors, c'était sûrement la salle de réception? C'est là qu'on venait se divertir. Exactement. La salle à manger des premières classes accueillait également une piste de danse et un orchestre. Je suis en admiration devant la qualité du travail et le raffinement des détails. Je n'imagine même pas le nombre d'artisans qui ont dû travailler dans cette pièce pour arriver à un tel résultat. John White possède une impressionnante collection d'objets provenant de l'Olympique et du Titanic. L'aménagement de ces transatlantiques a demandé un travail phénoménal. Tous les corps de métier ont été sollicités pour confectionner les ferronneries, la verrerie, la porcelaine. Même les poignées de porte sont travaillées. Tout cela montre l'importance qu'avait le Titanic pour Belfast. C'est en partie grâce à lui que la ville s'est développée. Le 2 avril 1912, à 20h précises, le Titanic quitte Belfast pour rejoindre Southampton, au sud de l'Angleterre. Quelques jours plus tard, il accueillera les passagers de son voyage inaugural. Il prend la mer le 10 avril 1912, porté par l'espoir et l'ambition de toute une génération. Mais 5 jours plus tard, l'espoir cède la place à la tristesse. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le Titanic, réputé insubmersible, a fait naufrage. Il aura fallu 4 ans à William Peary, le directeur de Harland & Wolff, pour réaliser son rêve. Construire un nouveau transatlantique pour la compagnie maritime White Star Line. Au total, 15 000 ouvriers ont participé au chantier. Ils ont assemblé ce géant des mers plaque par plaque, rivet par rivet. Le Titanic n'a plus aucun secret pour eux et ils sont incroyablement fiers de leur exploit. C'était un véritable chef-d'œuvre. Ces hommes ont construit le plus grand bateau de l'époque, ni plus ni moins. Il n'y a pas à dire, ils ont fait de l'excellent travail. Le 10 avril, le Titanic quitte le port de Southampton pour New York. Ce luxueux paquebot surpasse ses concurrents en termes de taille et de technologie. À son bord, 2000 passagers et 1500 membres d'équipage sont sur le point d'entrer dans l'histoire. Parmi eux, Thomas Andrews, l'architecte du Titanic. Il est à la tête d'un groupe de garantie, composé de 8 employés de chantier. C'était quoi ce groupe de garantie? Sa mission était de participer au voyage inaugural de chaque paquebot de la compagnie. Les membres du groupe étaient choisis en fonction de leurs compétences sur le chantier. Ils étaient triés sur le volet. Autant vous dire que la compétition était féroce. C'était un privilège de monter à bord du Titanic pour sa première traversée. Les familles des heureux élus étaient très fiers. Ces hommes ont accompagné Thomas Andrews pour repérer les éventuelles anomalies et encadrer l'équipage du navire. Après 5 jours de traversée, se produit l'événement le plus tristement célèbre de l'histoire maritime. La collision avec un iceberg cause des dégâts irréparables. Le Titanic
sombre en 3 heures, faisant près de 1500 victimes. À l'annonce du naufrage, tout Belfast est sous le choc. Pendant plusieurs années, des milliers d'hommes se sont investis dans ce projet. Ils ont fourni un travail de grande qualité. Les employés du chantier naval ont dû être anéantis quand ils ont appris la nouvelle. Oui, ils étaient effondrés. Pour eux, c'était invraisemblable. On raconte que certains ouvriers se sont mis à pleurer lorsqu'ils ont appris que leur bateau avait coulé quelques jours seulement après son départ et que tant de passagers y avaient laissé la vie. D'ailleurs, c'est devenu un sujet tabou pendant de nombreuses années. Le concepteur du navire, Thomas Andrews, ainsi que les 8 membres du groupe de garantie font partie des victimes. Le chantier naval ferme ses portes pour observer une journée de deuil. Mais il sera à tout jamais marqué par ce drame qui sonne le glas des grands transatlantiques. Belfast en a énormément souffert. Toutes ces infrastructures dont nous avons parlé, le portique, la cale de lancement, la cale sèche Thompson, elles n'ont plus jamais rempli la fonction pour laquelle elles avaient été construites. Le chantier Harland & Wolff subit le naufrage du Titanic de plein fouet. Pendant la Première Guerre mondiale, il continue de produire de nombreux navires. Mais aucun n'arrivera à la cheville des paquebots de la classe du Titanic et de l'Olympique. Sur le site du constructeur, Rupert Kayser découvre un vestige de l'âge d'or des transatlantiques. Ce petit bateau, longtemps laissé à l'abandon sur la Seine, s'appelle le Nomadic. Ce transborder servait à transférer les passagers d'Europe continentale de première classe du quai jusqu'au gigantesque paquebot. Le Nomadic est le dernier navire construit par Harland & Wolff au début du XXe siècle, encore à flot. Aujourd'hui, plusieurs associations se battent pour qu'il soit restauré et retrouve sa splendeur d'antan. L'historien Stephen Cameron explique à Rupert pourquoi il était important que ce transborder retourne à Belfast. Les plaques d'acier et les rivets de ce bateau ont été fabriqués en même temps que ceux de son grand frère, le Titanic. Le voilà enfin de retour chez lui. Sa place est ici, et c'est merveilleux de le retrouver, après toutes ces années. Le Nomadic est l'un des derniers témoignages de l'âge d'or de la construction navale à Belfast. À l'époque, le Titanic est le projet le plus ambitieux jamais entrepris. Ce qui m'a le plus marqué dans cette enquête, c'est l'immense savoir-faire qu'a nécessité la construction de ce bateau. Il a fallu produire une quantité de pièces faramineuse, plusieurs millions de rivets minuscules, des armatures de 20 à 25 mètres, des plaques d'acier de 9 mètres et j'en passe. Tous ces matériaux ont été fabriqués et assemblés à la main pour donner naissance à l'un des bateaux les plus prestigieux qui soit. Ce voyage dans le temps sur les traces du Titanic m'a permis de faire plusieurs découvertes. Non seulement la White Star Line a créé de somptueux navires comme on n'en avait encore jamais vu, mais elle a permis à Belfast de se développer et même de prospérer. Une véritable communauté a vu le jour autour des immenses chantiers navals. Plusieurs milliers de maîtres artisans et d'ouvriers sont venus ici pour participer à la construction de ce géant. Un siècle après son naufrage, l'histoire de ce fleuron de la construction navale ne cesse de nous fasciner par le dévouement des hommes qui l'ont créé et par sa fin tragique.